Salut, bienvenue dans Ni vu ni connu. Je m'appelle Rina. Dans les 3 premiers épisodes, on a tourné autour de la même question. Qui est responsable et qu'est-ce que le système a fait avec ça? Dans l'épisode 1, Xavier Dupont de Ligonnès, une enquête toujours ouverte, un homme recherché depuis 15 ans et aucune vérité judiciaire fixée. Dans l'épisode 2, Omar Haddad, condamné, libéré, toujours officiellement coupable, une révision rejetée et un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Dans l'épisode 3, Fiona, les coupables ont été condamnés, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Et les questions sur ce qui s'est passé avant, personne n'y a répondu. 3 affaires, 3 façons différentes de rester ouvertes. Aujourd'hui, une 4e. Mais celle-ci n'a pas encore eu de procès. Pas de verdict, pas même une mise en examen. C'est une enquête qui est active, en cours, encore aujourd'hui. Couvrir une affaire vivante, c'est un exercice différent. C'est plus délicat, ça exige davantage de rigueur et davantage d'humilité. Le 8 juillet 2023, dans un petit hameau des Alpes de Haute-Provence, un enfant de 2 ans et demi disparaît. Il s'appelle Émile Soleil. 3 ans après, personne n'a encore été mis en examen pour sa mort. L'enquête avance, les indices s'accumulent, mais la question centrale reste entière. Qu'est-il arrivé à Émile Soleil le 8 juillet 2023 ? Allez, on y va. On est le dimanche 8 juillet 2023. Le hameau du Haut-Vernay, commune du Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Un village de quelques maisons, cerné par la montagne. Ce matin-là, Marie-Soleil dépose son fils Émile chez ses parents, Philippe et Anne Vedoveny, qui passent leurs vacances d'été dans la maison familiale. Émile a 2 ans et demi. Il est blond avec de grands yeux marrons. Les grands-parents sont là avec 8 de leurs 10 enfants, les oncles et tantes d'Émile. Une grande famille en vacances dans les Alpes. Dans l'après-midi, vers 17h, Émile joue dans le jardin. À 17h15, 2 voisins le voient marcher seul sur la route qui descend non loin de la maison familiale. Et c'est la dernière image que des témoins ont d'Émile Soleil. Puis vers 18h30, les grands-parents alertent la gendarmerie car Émile a disparu. Les recherches s'organisent immédiatement. Gendarmes, pompiers, militaires, sauveteurs en montagne, chiens, hélicoptères et bénévoles. Des centaines de personnes. 45 hectares de terrain montagneux ratissés. Et ce pendant plusieurs jours. Malheureusement, aucune trace d'Émile. L'affaire devient nationale en quelques heures. La photo du petit garçon tourne partout. Et la France est sous le choc. Puis pendant 9 mois, rien. Et le 30 mars 2024, une randonneuse découvre dans une zone difficile d'accès du massif, à moins de 2 km de la maison des grands-parents, un crâne. Malheureusement, les analyses le confirment, ce sont bien les restes d'Émile Soleil. 9 mois après sa disparition, dans une zone qui avait été ratissée lors des recherches initiales en 2023, comment est-ce que c'est possible ? C'est la première question que je me pose dans cet épisode. Comment est-ce que c'est possible ? Entre juillet 2023 et mars 2024, l'affaire Émile ne s'arrête pas. Les semaines passent, les mois passent, l'enquête continue. Silencieusement, loin des caméras, mais la pression médiatique reste telle qu'elle. Plusieurs pistes sont explorées par les enquêteurs. Et je vais les mentionner pour ce qu'elles sont. Des pistes, pas des conclusions. Il y a la piste animale. Un loup qui aurait pu emporter Émile. Le maire du Vernay avait déclaré en 2017 qu'il avait observé des loups traverser le village. Cette hypothèse a été explorée puis écartée par les enquêteurs. Il y a aussi la piste accidentelle, qu'Émile soit tombé dans un ravin ou dans un cours d'eau.
Le terrain montagneux autour du Haut-Vernay comporte des zones assez dangereuses. Les recherches initiales n'ont absolument rien trouvé. Et puis, il y a la piste d'un tiers inconnu. Quelqu'un qui aurait croisé Émile sur la route après 17h15, mais aucun véhicule ou individu suspect n'a été identifié. Et enfin, il y a la piste intrafamiliale qui, je le rappelle, n'a donné lieu à aucune mise en examen. J'y reviendrai plus tard. Ce que cette période illustre, d'un point de vue procédural, c'est la difficulté particulière d'une enquête en zone montagnarde très reculée, sous pression médiatique intense, sans corps, sans témoin direct et sans scène de crime. La cellule Émile, c'est plus de 3000 signalements traités, plus de 60 missions d'expertise réalisées en 20 mois. Et c'est une enquête d'une ampleur considérable. Et pourtant, pendant 9 mois, rien. Le 30 mars 2024, une randonneuse avait découvert un crâne. Et les analyses ont confirmé rapidement après que c'était bien les restes d'Émile. 2 jours plus tard, le 2 avril, des vêtements sont également retrouvés éparpillés sur une dizaine de mètres, à environ 150 mètres en contrebas. Un t-shirt, des chaussures, une culotte. Ce qu'Émile portait le 8 juillet 2023. Et un petit fragment d'os a été retrouvé à proximité. Voilà ce que les experts nous en disent. Premier élément, ça a été annoncé par le procureur Jean-Luc Blachon le 27 mars 2025. Les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Le corps d'Émile ne s'est pas décomposé là où ses restes ont été retrouvés. Ça signifie 2 choses. Le corps d'Émile se trouvait ailleurs pendant les 9 mois qui ont précédé mars 2024 et quelqu'un ou quelque chose les a déplacés avant que la randonneuse ne les trouve. Deuxième élément, des stigmates anatomiques sont évocateurs d'un traumatisme facial violent. Ce que ça signifie précisément sur les circonstances de la mort, les expertises ne le disent pas de façon définitive. Sur la base de ces éléments, le procureur tire une conclusion en mars 2025. Ces éléments introduisent la probabilité de l'intervention d'une personne tierce dans la disparition et la mort d'Émile Solaï. C'est probable, mais pas certain. Et voilà la question qui reste entière. Si quelqu'un a déplacé les ossements avant mars 2024, comment expliquer qu'il soit apparu dans une zone qui avait été ratissée lors des recherches initiales ? Soit les recherches de 2023 n'ont pas couvert cette zone assez précisément, soit les restes ont été déposés là après les recherches. Ces 2 hypothèses ont des implications très différentes. Le 25 mars 2025, 23 mois après la disparition d'Émile, les enquêteurs passent à une nouvelle phase. Très tôt le matin, des perquisitions simultanées sont menées au domicile de la Bouilladis, où vivent les grands-parents maternels, Philippe et Anne Vedoveni, 59 ans, et au hameau du Vernay, téléphone, ordinateur, une voiture et une remorque à chevaux sont saisis. Philippe et Anne sont placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. 2 de leurs enfants majeurs également. Je veux être précise sur ce que signifie une garde à vue. C'est une mesure d'enquête. Elle permet aux enquêteurs d'entendre une personne pendant un temps limité. Ça ne constitue pas une accusation. Toute personne placée en garde à vue reste présumée innocente. Puis 4 jours plus tard, le 29 mars 2025, le procureur annonce que la garde à vue des membres de la famille est levée.
sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Philippe et Anne sont présumés innocents. Leurs 2 enfants également. Aucune mise en examen n'a suivi ces gardes à vue. Le procureur ajoute, et c'est important, que cette phase de la piste familiale est terminée, sans que cela soit définitif s'il y a de nouveaux éléments. En décembre 2025, les enquêteurs sont retournés à 2 reprises au Haut-Vernay. Un objet volumineux a été saisi. L'avocat de la grand-mère a précisé que cet objet était à disposition des enquêteurs lors de la garde à vue, mais il n'avait jamais été jugé nécessaire. Alors pourquoi ne pas l'avoir saisi plus tôt ? C'est une question de procédure à laquelle l'enquête devra répondre. Fin avril 2026, l'enquête prend un tournant inattendu. Le 24 avril, France 2 et France Info révèlent de nouveaux résultats d'expertise. Des traces de cordelettes ont été retrouvées sur les vêtements d'Émile. Un type de cordelette utilisé exclusivement dans le domaine agricole, ainsi que des fientes de poules et de chauves-souris qui ont été identifiées sur les ossements et les vêtements. Ces éléments combinés, ça suggère qu'après sa disparition, Émile aurait peut-être séjourné dans un bâtiment agricole, qu'il soit fermé ou à l'abandon. Mais à ce stade, c'est impossible à déterminer. Impossible de savoir combien de temps il est resté dans cet environnement. Ce que les enquêteurs savent, c'est que ça pointe vers une piste agricole. Des fouilles sont planifiées dans les fermes et les granges du secteur. L'autre élément déterminant, c'est une trace ADN inconnue, qu'on a retrouvée en automne 2024 sur le crâne et les vêtements d'Émile. Un profil qui n'appartient pas à la fameuse. Alors pour tenter d'identifier ce profil, les gendarmes ont lancé une campagne de prélèvement sur plus de 106 habitants du Haut-Vernay et des communes environnantes. Tous les échantillons sont comparés à cet ADN inconnu. Et dans la nuit du 15 au 16 mai 2026, la maison des grands-parents au Haut-Vernay est visée par plusieurs départs de feu. A priori, un homme de 78 ans est interpellé et placé en garde à vue. L'avocat de la grand-mère qualifie cet acte de grave et incompréhensible. Est-ce que ça a un lien avec l'enquête sur la mort d'Émile ? La justice l'examine avec la plus grande prudence aujourd'hui. Aucune conclusion n'a été établie. Donc voilà ce que je veux partager maintenant. Mon regard, pas de conclusion, seulement des questions. Premièrement, la zone ratissée et les ossements retrouvés. C'est la question procédurale la plus saillante. Parce que les os ont été découverts en mars 2024 dans une zone qui a été ratissée en juillet 2023. Les expertises montrent que ces ossements ont été déposés peu de temps avant leur découverte. Pas qu'ils s'y trouvaient en 2023. Ces deux informations ne se contredisent pas, mais ça pose une question. Où était le corps d'Émile pendant 9 mois ? Et qui ou quoi l'a déplacé ? Deuxièmement, l'objet non saisi en 2025. L'avocat de la grand-mère a confirmé publiquement qu'un objet volumineux a été saisi en décembre 2025. Et cet objet était à disposition des enquêteurs lors de la garde à vue, mais il n'a pas été jugé nécessaire à l'époque. C'est pas nécessairement une faute. Dans une enquête, les priorités évoluent. Des éléments qui sont jugés non pertinents à un moment peuvent devenir importants plus tard. Mais c'est un angle mort procédural documenté. Et c'est exactement le type d'angle que ni vu ni connu a vocation à pointer. Troisièmement, la pression médiatique et son impact. Cette affaire a été couverte de façon exceptionnellement intensive depuis le premier jour. Chaque développement a été commenté en temps réel. La famille a été exposée en permanence.
Je ne dis pas que cette pression a nui à l'enquête. Je pose la question. Quand des enquêteurs travaillent sous surveillance permanente, comment ça affecte la qualité du travail d'investigation? Et enfin, quatrièmement, les limites de la science forensique. En avril 2026, un ancien haut responsable de la PJ déclare que les traces ADN retrouvées sur Émile pourraient ne rien prouver. Et dans les épisodes précédents, on a vu comment une expertise graphologique a condamné Omar Haddad. Et comment une expertise ADN réalisée 28 ans plus tard a ouvert des doutes. La science forensique est un outil puissant, mais ça a ses limites. Et dans une affaire où les enjeux humains sont aussi importants, la prudence dans l'interprétation, c'est pas une option. Émile Soleil est né le 24 novembre 2020. Il a disparu le 8 juillet 2023 au Auvernais. Ses ossements ont été retrouvés en mars 2025. En mars 2024. La cause et les circonstances de sa mort n'ont pas été établies aujourd'hui. L'enquête reste ouverte pour homicide volontaire. Aucune mise en examen à ce jour. Et toutes les personnes mentionnées dans cet épisode sont présumées innocentes. Ce que je retiens de cette affaire, en tout cas dans l'état actuel, c'est qu'elle illustre quelque chose que les affaires précédentes ne montraient pas de la même façon. Une enquête en temps réel. La difficulté de faire ce travail sous les yeux de tout le monde. Les choix qui se posent à chaque étape. Quoi saisir, quand, comment interpréter une expertise. Et le poids de chaque décision quand une famille attend. Je reviendrai sur cette affaire dès qu'il y aura de nouveaux éléments. Parce que c'est aussi ça le travail de Ni Vu Ni Connu. Ne pas lâcher. Voilà, c'est tout pour cet épisode. L'article de fond, les sources et la chronologie sont sur le blog. Le lien est en description. Et si cet épisode t'a apporté quelque chose, partage-le. Le prochain épisode, on reste sur une question qui traverse tout ce podcast. Est-ce qu'on peut condamner un innocent? Un adolescent de 15 ans, 2 petits garçons retrouvés morts sous un pont, des aveux obtenus après des heures d'interrogatoire, et des années plus tard, la vérité. C'est l'affaire Patrick Gills. Et c'est l'une des erreurs judiciaires les plus documentées de l'histoire française récente. À très vite.